Seulement parfois, on était déjà là, parce qu'on avait accumulé tellement de stress, tellement de soucis, qu'on n'en pouvait plus, et il fallait surtout pas qu'il arrive une catastrophe de plus. On sentait bien qu'on n'avait plus de réserve. Et là, on m'annonce le décès d'un être cher. Et là, paf. Et c'est tellement intense que c'est collé, et ça y reste. Sauf que je ne le sens pas. Je suis désensorialisé à ce niveau-là. Je ne le sens pas, donc je peux vivre avec, et je ne sais même pas que c'est ça. Et puis, ça s'engrange pendant une semaine en fonction d'un tas de cas, et dans le temps, ces petites peaux qui vont se contracter vont générer des troubles à l'intérieur du corps. Vaisseaux sanguins contractés, système nerveux pincé, donc moins de nourriture, moins d'évacuation des déchets. Et puis, d'un seul coup, on se dit, ah, j'ai mal au foie, tiens, là, ça coince. Et on ne fait pas le lien du tout entre l'événement et le fait qu'on a la nuque coincée. Et puis, on dit, ouais, c'est des histoires psychosomatiques. Voilà, c'est l'histoire, c'est la mémoire. Effectivement, c'est la mémoire, c'est effectivement l'esprit psychosomatique. Mais il faut comprendre que ce qui est psychosomatique, c'est pas votre tête qui crée des choses. C'est votre anatomie qui réagit, et votre tête, parce qu'elle n'est pas en relation correcte avec votre corps, ne permet pas au corps de se réadapter à son bon fonctionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que c'est pas parce que vous pensez mal, c'est parce que vous quittez la relation à votre corps et que vous n'aidez pas votre corps à se détendre. C'est en ça que je pense que nous avons le devoir de choisir nos pensées. Nous avons le devoir aussi de choisir nos émotions. C'est-à-dire qu'on les vit, on les reconnaît, mais ensuite on n'est pas obligé d'y rester. Une fois les émotions, elles sont là pour vous faire sentir la vie, et c'est parfait. Mais une fois que vous l'avez senti, une fois que vous avez l'information, pourquoi vous restez dedans? Ça sert à quoi? Il y a la suite, il y en a d'autres des émotions à venir. Il n'y a pas celle-là à conserver. Parce que si vous conservez toujours les choses, ça veut dire que vos faciès ne bougent plus. La vie, c'est sûrement pas vivre un tas de trucs, et tiens, là j'ai trouvé un truc bien, j'y reste. C'est impossible. Ça ne marche pas comme ça. À chaque fois, il va falloir vous transformer. Et si la vie vous offre des éléments, des sensations agréables, c'est justement pour vous encourager à faire un pas supérieur, pour aller voir là où c'est un petit peu difficile, pour essayer de vous améliorer, pour faire que vous vous transformez. C'est un peu comme des sucres qui vous font avancer. Voilà, c'est une petite image, mais ça peut vous donner des idées. Voyez ce que ça peut donner que d'avoir des idées, on va dire, mortuaires par rapport à la mort. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Depuis que vous êtes né, la mort, ça fait peur. La mort, c'est grave. La mort, c'est mystérieux, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et du coup, à l'intérieur, tous vos faciès sont comme ça. Et après, il faut vivre. Puis il faut vivre bien en plus. Seulement, on se dit, on est déjà là. Imaginez si vous arrivez avec votre cerveau, avec vos idées, avec votre capacité à ressentir votre corps, à faire en sorte que vous vous situiez à cet endroit-là. Et là, du coup, que vous envisagiez la mort en disant « Waouh, la mort, c'est tout ce que la vie, elle m'offre de possibilités d'être heureux pour pouvoir affronter ce mystère, pour pouvoir me transformer vers quelque chose qui m'échappe. » Mais si vous le vivez de là, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et puis vous le vivez avec une relation à votre corps qui est conforme à ce que l'anatomie cherche à vous dire. Seulement, vous êtes tellement coupé de l'anatomie parce que vos fascias sont là, parce que vous ne ressentez plus votre corps. Et votre cerveau, il tourne en rond tout seul, sans chercher à être en harmonie avec la relation au corps. Et donc, en tant que fasciathérapeute, notre technique, elle est de faire en sorte que la personne, elle puisse entretenir des liens sensoriels sains dans la relation entre l'esprit, le cerveau et le corps. Et que ça fonctionne dans les deux sens. Il faut qu'il y ait un dialogue, comme dans un couple, entre la part psychique et la part physique. Et en situation de deuil, il est absolument nécessaire que cet équilibre soit juste. Parce que vous pouvez faire votre deuil d'un point de vue psychique, alors là, il n'y a pas de problème. Ouais, je gère vachement bien, il n'y a pas de souci. Puis 20 ans après, parce que le corps, lui, il était là. Et il supportait, il ne vous disait rien. Il était plaqué.
attendait pour que vous puissiez, vous, psychiquement, avancer dans votre transformation. Seulement, si le cerveau, là, il est bien content, il s'en est sorti, mais il a oublié de s'occuper de son corps, le corps, au bout d'un moment, il va dire « Eh oh, j'en ai marre d'être en prison, là. Quand est-ce que je sors? Quand est-ce qu'on va se balader ensemble? Quand est-ce qu'on vit ensemble? C'est moi qui te donne les bonnes sensations, c'est moi qui te donne les solutions. » Vous comprenez, c'est un peu imagé, mais c'est juste pour que vous saisissiez un petit peu de quoi il s'agit. Et donc, quand on arrive au stade de la somatisation. Somatisation, c'est donc les mémoires qui sont ancrées dans le corps et qui ne sont pas forcément seulement dans la tête. Hein. Ok, c'est bien clair. Et là, on va avoir deux types de somatisation. On a les somatisations qu'on appelle somatopsychiques et puis les autres qu'on va appeler psychosomatiques. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, c'est toujours un ancrage dans les tissus et dans les fascias. On va, pour faire simple, imaginer que toutes ces mémoires dans le corps, de souffrance ou de bonheur, elles sont inscrites dans la manière dont ces membranes sont mobiles, flexibles. Je précise pour vous dire une petite précision, il ne s'agit pas de vivre avec des membranes complètement détendues. D'accord? Parce que des gens qui ont des membranes totalement détendues en permanence, on appelle ça aussi des gens un peu flyés. Vous voyez, qui ne sont plus les pieds sur terre, plus dans la réalité. Alors ça a un intérêt quand on a fait des recherches particulières dans ce domaine-là, mais ce n'est pas viable pour tout le monde dans la vie courante. Hein. Le but et la bonne santé d'un fascia, c'est pas qu'il soit plaqué ni détendu, c'est qu'il puisse vivre. Ça veut dire aller là ou là, en fonction des situations et en relation avec la pensée de la personne qui vit ces fascias. Et en relation sensorielle avec la pensée de la personne. Vous voyez? Ça, c'est une belle relation. C'est comme dans un couple. C'est une belle relation. Si chacun fait son truc dans son coin, sans se préoccuper de ce que l'autre vit, ben, c'est un autre type de relation. Bien. Somatopsychique, ça veut dire que ce sont les contractions des fascias dans le corps, somato, ça commence par le corps, qui vont, au bout d'un moment, créer des perturbations psychiques. Ça veut dire que, en situation de deuil, tous vos fascias sont tellement contractés à cause de l'intensité du choc, qu'au bout d'un certain temps, votre cerveau est mal irrigué. Le système sanguin, il ne fonctionne plus correctement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ça, c'est émotionnel. Vous avez tous les problèmes de viscères, vous mangez mal, et puis petit à petit, ça vous demande un effort presque surhumain de pouvoir bouger les muscles, parce que tout est contracté. Donc ça, c'est encore plus dur. Puis petit à petit, la personne, elle se désensorialise de son corps. Donc elle se dit, ben, quel intérêt de vivre? Quel intérêt? Je ne sens plus rien. Et puis je ne me sens plus du tout adapté à mon environnement, aux gens, je ne les comprends même plus. Et puis, on peut arriver jusqu'à la déprime. Bien. Donc ça, c'est somatoforme. Et puis, psychosomatique. Alors, les problèmes psychosomatiques, ils vont plutôt jouer d'abord sur les fascias crâniens, mais c'est toujours anatomique, au début. Et ensuite, c'est parce qu'on maintient nos croyances, on maintient nos mauvaises pensées, parce qu'on ne cherche pas à changer notre regard sur l'événement qui nous arrive, que psychiquement, on maintient la somatisation. Vous voyez la différence? D'un côté, il y a des gens qui souffrent, qui ne peuvent pas évoluer psychiquement parce que les fascias physiquement sont contractés et ça agit sur le psychisme. Mais il y a aussi la part du psychisme qui, parce qu'elle ne change pas de regard, maintient les fascias plaqués. Il faut donc pouvoir jouer sur les deux plans. C'est pour ça qu'un somatopsychopédagogue ou un fasciathérapeute, il va essayer de vous faire travailler de telle sorte de détendre, vous faire sentir, vous faire détendre les fascias, vous les faire percevoir. Et puis, il va aussi essayer de travailler sur votre esprit, sur votre cerveau, de façon à ce que vous puissiez changer votre regard, changer vos idées sur la situation. Bien. Et ben voilà. Donc, quand on en est là, on peut, on va dire, extrapoler cette chose-là sur l'ensemble de ce que l'on vit tout au cours de notre vie. Toute notre vie, on a des chocs. Et c'est pour ça que j'ai écrit qu'on était responsable de ce que l'on choisissait, des choix que l'on a. Alors, responsable, ça ne veut pas dire... je précise, on n'est pas responsable du fait que nos fascias soient plaqués. Mais on est responsable de ne pas les aider à se déplaquer. Vous voyez ce que je veux dire? On est responsable de ça.
On n'est pas responsable de ce qui arrive, on est responsable de ce qu'on ne fait pas pour régler la situation et passer à autre chose. Voilà, on n'est pas responsable du décès d'un cher, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Et puis, je voudrais... Combien j'ai reste de temps? 2 minutes. Bon, je vais terminer là-dessus, mais c'est important. De toute manière, c'est des points qu'on va revoir un tout petit peu avec le professeur Vivien Delos cet après-midi. Comprendre que ces fascias, ils ont quelque chose d'essentiel, c'est qu'en plus, ils fonctionnent à distance. C'est-à-dire que si mes propres fascias sont contractés, les vôtres vont se contracter. Si mes fascias sont détendus, vos fascias vont avoir de l'aide pour se détendre. Ça fonctionne à distance. C'est ce qui fait que quand quelqu'un rentre dans une pièce, on dit « Oh, je me sens bien » ou « Oh, il m'agresse ». Ce principe, il est tellement vrai, tellement important, qu'il est d'autant plus de notre responsabilité, au moment d'un décès, au moment d'un deuil, d'essayer de faire en sorte d'avoir la meilleure posture anatomique, la meilleure qualité anatomique d'un point de vue de ces fascias, de cette détente, de telle sorte de communiquer à l'entourage et à la famille du bien-être. Si vous générez de la peur, parce que ça vous renvoie à votre mort, à des vieilles mémoires, à vos somatisations personnelles et à votre difficulté à vous transformer et à accepter les choses comme elles sont, alors vous êtes tout comme ça, tout coincé, et vous balancez à tout le monde quelque chose de tout coincé. Et voilà. Donc, nous avons une responsabilité personnelle, mais nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Par rapport à nos enfants, par rapport à la famille, par rapport... Donc, le conseil d'un fasciathérapeute, c'est un point de vue. Vous en faites effectivement ce que vous voulez. C'est plus vous travaillez sur vous-même, sur votre bien-être anatomique et psychique, plus vous aidez l'environnement et la vie à vous mener là où il est nécessaire d'aller pour être vivant. Très simple. Et la vie, elle vous mène à la mort. Donc, si vous écoutez, elle va vous mener sans aucun problème et vous dire exactement ce qu'il faut faire et dans quel état il faut être. Mais ça, c'est personnel à chacun. Ça fait partie de votre relation entre votre tête et votre corps. Et c'est propre à chacun. Je vous conseille juste de faire en sorte que ce soit agréable pour ça. Bon alors, je vais commencer, c'est l'histoire de la mort d'une chatte. Voilà, donc c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, mais je pense que c'est la mort de toute façon. Et cette petite chatte, en fait, fait passer un message et ouvre la porte sur, après beaucoup d'autres événements, beaucoup d'autres morts qui suivent, mais elle a montré un chemin. Donc je vous le dis. C'est une belle nuit de juillet. Le ciel est constellé, la brise est légère. Je vais dormir près de l'arbre sur la terrasse au cerisier. Je vais dormir près de toi, comme tu l'as si souvent fait auprès de moi, l'été sous un ciel de lit d'étoiles, l'hiver blotti au creux de l'édredon. Je te regarde et caresse du bout des doigts ta douce petite tête. Parfois mes larmes coulent, calmes et silencieuses. Je t'ai porté à quelques pas seulement de la grande pierre plate où tu aimes te rassasier de soleil dans un sommeil confiant. Aujourd'hui, tu m'as attendu. Je ne sais combien de temps, mais je sais que tu l'as fait. Parce que tenu de m'absenter, je te l'ai demandé. Lorsque j'arrive avec le crépuscule, il me dit « Pétoche t'attend. Elle est couchée sur la grande pierre. Et tous les deux, nous te rejoignons. Tu es allongé, faible et très fragile. Le son de ma voix t'encourage à ouvrir les yeux. Tout en toi semble évanescent. Ton corps qui refuse toute nourriture solide depuis quelques jours paraît sans poids, comme délesté, flottant. Ton regard tourné vers moi au son câlin de ma voix, de toute sa présence rencontre le mien. Et ce qu'il dit à cet instant fugace est le plus beau de tes messages, le plus profond de tes enseignements. Il est sans crainte et dit l'amour, rien que cela, rien d'autre que cela. Donc après, je vais sauter un peu. Donc on reste près d'elle. Je te parle. Pétoche belle, merci de m'avoir attendu. Merci de ce que tu me donnes. Merci d'être ce que tu es.
Merci pour tout ce temps passé avec nous, avec ma famille. Merci pour ce que tu as appris à mes enfants, cette grande tendresse simplement offerte. Pardonne-leur de t'avoir quelquefois bousculé. Pardonne-moi de m'être parfois mise en colère après l'une de tes bêtises. Pardonne-nous nos injustices et nos inattentions. Je suis là, il est là, lui qui t'avait choisi. Nous demeurons près de toi, nous veillons sur toi, tu peux fermer les yeux. Et c'est ce que tu fais. Un ultime regard que l'on sait être celui de l'adieu, allume ta prunelle, puis tu baisses les paupières. Les souvenirs vont vite dans nos mémoires, et soudain ils nous échappent, eux et leurs mots, pour nous garder seulement près de toi. Lui, devenu si grand et si fort, retrouve l'enfant qui rêvait d'un petit chat, retrouve le chaton à protéger, et il pose une main affectueuse sur ton ventre, une main appliquée à ne pas peser le flanc qui se soulève imperceptiblement. Ta patte est posée sur ma paume ouverte. Le temps ne passe plus. Je me sens traversée d'une infinie tendresse. Une légère brise passe comme une caresse entre nous trois. De ta gorge monte un râle discret. Ton flanc fait 3 soubresauts tels 3 soupirs. Une onde électrique traverse tout ton corps et un grand calme advient, s'installe et nous retient muets. Quelques minutes s'écoulent avant que nous puissions parler, puis il dit « Voilà, elle est partie ». C'est ainsi que l'on dit quelquefois quand un être vient à quitter ce monde et cette existence. Je revois l'animal qui savait venir imposer sa tendre présence aux heures de chagrin, celle qui ne se trompait pas, arrivée au bon moment, miauler ou minauder pour faire rire, ronronner sur les genoux qui s'ennuyaient d'être seul. Je revois, Pétoche, le dernier regard de tes prunelles d'or, le plus profond de tes enseignements, le plus beau de tes visages. Il est sans crainte et il dit l'amour. Cela, rien que cela. Bien, j'espère que vous avez bien mangé, que vous digérez tranquillement. On va démarrer tout doucement. Et l'objectif en fait de cette micro-conférence, c'est de parler en fait des idées toutes faites, des idées fausses surtout, toutes faites, que l'on a, que l'on transmet, qui se véhiculent d'année en année, de génération en génération, et avec lesquelles on vit. Le problème, c'est que ça a des conséquences. On vit, mais on ne vit pas forcément bien, ni comme il faudrait. En tout cas, dans ce que j'ai envie de vous raconter, l'idée, elle n'est pas de vous dire des vérités, elle est simplement de vous faire réfléchir à la manière dont ça se passe, la manière dont on gobe un tas de choses, des idées préconçues, puis on ne les remet jamais en question, on ne se pose pas de questions personnelles à ce propos-là, et puis du coup, ça fait partie de la pensée collective, alors on dit, bon, on répète les mêmes choses, bêtement, sans savoir. Le problème, c'est que quand on fait comme tout le monde et qu'on répète pendant des années, des âneries, ça a des conséquences. Et des conséquences qui sont peut-être dramatiques et qui font peut-être qu'on en arrive tous là où on en est, plutôt que de prendre un autre chemin, plutôt que de prendre une autre voie. Donc, avec ce petit préambule en tête, vous allez essayer de suivre ce que je vous raconte, et puis vous verrez bien comment ça chemine en vous. Pour ça, en fait, j'ai invité donc le professeur Vivien Delos, qui est le porte-parole de tous les squelettes de la Terre. Il parle en silence, ce qui fait que de temps en temps, on est obligé de l'écouter avec autre chose que ses oreilles. Il faut essayer de l'écouter avec son corps, avec sa sensibilité, pour essayer de voir un peu ce qu'il a à dire. Mais il y a quelque chose de simple, et je vais vous demander tous de le faire, c'est que cette conférence, on ne va pas l'écouter avec nos oreilles. On
va essayer de l'écouter avec notre squelette, pour se mettre en relation avec lui. En fait, tous nos squelettes, ils vont tous se mettre à écouter ce que le professeur Vivien Delos a à leur dire. Et il m'a commandité pour traduire simplement son mécontentement de la manière dont tous nos squelettes sont traités depuis des générations et des générations. À chaque fois qu'on les présente, on a la trouille, ça fait peur. Et au mieux, on les ridiculise, on rigole, on fait des farces avec, on se fait peur, on les agite. Ils en ont marre. Ils sont pas là pour ça. Alors, vous voyez, vous comprenez même pas ce qu'il vous dit. Vous n'êtes pas en relation avec vos squelettes. Écoutez-le. C'est clair, non? Tout à fait. Allez, je vous explique. En fait, c'est dramatique, et je pose mes mots, c'est dramatique de penser qu'un squelette, c'est la mort, et que ça représente l'image de la mort. C'est dramatique parce que c'est une idée qui va avoir des conséquences à l'intérieur de nos corps, de nos propres corps, qui vont faire que toute notre vie, on vit avec une sensation de quelque chose qui est notre structure à l'intérieur de notre corps, dont on a peur, et qui serait la mort, alors que c'est complètement l'inverse. C'est que ce squelette, c'est lui qui est le gardien de notre vie, de notre avenir. C'est à l'intérieur de l'os qu'on trouve toutes les cellules neuves qui nous régénèrent. Dans la moelle osseuse, dans la moelle rouge, à l'intérieur de l'os, c'est là qu'il y a toute la nouveauté. Alors, pour en revenir, pour faire un petit rappel de ce que je vous ai raconté ce matin avec les fascias, donc tout le monde n'était pas là, je vais faire très bref pour ceux qui n'y étaient pas. Il faut comprendre qu'à l'intérieur du corps, il y a des membranes qui vont bouger, être mobiles, et qui vont être mobiles en fonction de nos croyances, de nos pensées, en fonction de nos émotions et en fonction des coups ou des caresses que l'on procure au corps physique. Alors, ces fascias, on en a partout et on en a aussi autour des cellules. La membrane cellulaire se comporte comme un fascia, comme une membrane qui a la propriété de se contracter et de se décontracter. Autour des os, de tous nos os, il y a des fascias, qu'on appelle des périostes. C'est des noms particuliers. Chaque fascia a un nom particulier. Autour du cœur, c'est le péricarde. Vous connaissez un peu ça, ça vous dit quelque chose. Autour du cerveau, c'est les méninges. Voilà. Autour d'un os, ça s'appelle un périoste. Ça veut dire que là, notre ami, il se trouve qu'il est un peu rigide. Il en a tellement marre de supporter qu'on ne s'intéresse pas bien à lui que tous ses fascias sont complètement bloqués comme ça, il ne peut plus bouger. Quand on a tous les fascias bloqués autour des os, on meurt. En tout cas, on ne bouge plus. Voilà. Maintenant, on va faire appel à votre ressenti à l'intérieur de vos corps. Est-ce que vous êtes dans la capacité, tous, dans que vous êtes, de sentir que vos squelettes, ils bougent? Ils ne sont pas là juste pour vous tenir debout. Non, non, ils bougent, ils vivent. Ça veut dire que vos côtes, à chaque fois que vous respirez, elles bougent, elles reviennent, par exemple. Mais à l'intérieur de vos os, ça bouge. Il y a du sang, il y a de la circulation sanguine, il y a de la moelle qui fabrique des cellules. Il y a plein de choses qui se passent. Une autre idée aussi. Autre chose. Un os, à votre avis, c'est dur ou c'est mou? Alors, les deux, c'est pas trop mal. Mais la réalité, c'est que c'est jamais dur. C'est toujours mobile, toujours souple, toujours vivant. Si l'os, il était dur et solide et qu'il n'avait pas de mobilité, ça ne serait pas un os. Non seulement un os, il est souple, il est mou, il est malléable, mais il est malléable à l'extérieur et à l'intérieur. D'accord ?
Un os, il n'est pas fini, jamais. Il commence à la naissance, à se fabriquer, et puis il continue à se fabriquer jusqu'à la mort. Et même après la mort, même quand la personne est décédée, quand le squelette il est sous terre, il y a encore l'anatomie qui continue à travailler et des choses qui se passent à l'intérieur de l'os. Pour vous dire que c'est vivant. Alors, ce qui se passe, c'est que dans tous les os, comme ça, il y a ce périoste qui va gainer l'os, d'accord, et qui, en fonction donc, de votre état psychique, en fonction de votre état émotionnel, va plus ou moins gainer, en se contractant, l'os. Et plus il gaine l'os, plus il rend rigide l'os, plus il fragilise l'os, moins le sang qui a besoin de rentrer à l'intérieur de l'os pour nourrir la moelle, ou créer les échanges dans l'autre sens, de la moelle qui va dans le circuit sanguin, moins ils sont optimum, hein, plus ils sont gênés. Le système nerveux, il y a des nerfs qui vont à l'intérieur de l'os, qui circulent à l'intérieur de l'os pour donner des informations à votre cerveau. Et il y a des nerfs sensitifs qui vont à l'intérieur de l'os. C'est-à-dire qu'on a tous là la possibilité de percevoir des sensations à l'intérieur de nos os. Et j'aimerais bien savoir qui a déjà fait ça. Qui a déjà senti ce qui se passait à l'intérieur d'un os? Qui a déjà senti que ça bougeait à l'intérieur d'un os? Alors pourquoi on ne le sent pas? Simplement parce que vous n'avez pas l'info. Parce que vous n'avez pas l'info, donc vous ne le sentez pas. Parce que votre cerveau, il ne traite pas l'information. Il l'a, mais vous ne lui demandez jamais de traiter l'information. Alors il dit, ça ne m'intéresse pas. Hop. Chaque seconde, il y a 50 milliards de sensations sensitives qui viennent à l'intérieur du cerveau dans le thalamus. Le thalamus, c'est une voie de triage des sensations et qui essaye de vous donner le plus de conscience de vos sensations. Seulement, il y en a, elles ne sont jamais demandées. Alors, si elles ne sont jamais demandées, elles ne sont jamais traitées. D'accord? Et puis, il y en a d'autres, elles sont parfois traitées, mais le cerveau, il dit ça, je ne connais pas, c'est pas moi, j'en veux pas. Je ne me reconnais pas là-dedans, c'est des bêtises. Donc, si je ressens des bêtises, c'est faux. Voilà. Donc, si vous avez une information erronée, c'est-à-dire que si, pour vous, dans votre idée, un os, c'est quelque chose d'inerte, de dur, qui n'est pas vivant, votre cerveau, il ne traitera jamais l'information sensorielle lorsqu'il percevra que l'os est vivant, et qu'il bouge, et qu'il est mobile. D'où l'importance d'avoir des croyances justes, d'avoir des croyances qui ne soient pas erronées. Je vais en profiter pour vous passer à autre chose et vous faire penser. Donc, si nous avons des croyances erronées sur ce qu'est la mort, qu'est-ce qui se passe? Si on répète depuis des siècles et des siècles que ça fait peur, que c'est dangereux, que tout le monde a peur de ce truc-là, que c'est pas commode et qu'il faut vivre éternellement parce que ça serait vachement mieux que de supporter ce truc-là qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de votre corps? C'est toutes ces croyances. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, on n'a jamais la certitude que la croyance que l'on a, elle est juste. Toutes les croyances, elles sont juste là pour vous faire avancer. Elles ne sont sûrement pas là pour rester. C'est-à-dire que quand tes croyances, il y a des siècles et des siècles et des siècles, existaient, elles existaient par rapport à une réalité de l'époque. Mais tout ce qui est immobile, ce n'est pas la vie. La vie, elle est faite pour bouger en permanence. Nos pensées, nos croyances aussi. Et quand on est dans la capacité de changer ses croyances, c'est-à-dire quand on est dans la capacité de penser qu'un os, c'est quelque chose de vivant, qui n'est pas dur et qui bouge, et qui est porteur de la vie, le simple fait que votre cerveau puisse accepter cette idée, puis ensuite qu'il fasse l'expérience de la sensibilité à l'intérieur du corps, qu'il y a quelque chose proche de la réalité, qu'on le ressent, que l'on vit, alors là, vous avez réussi une belle transformation. Et là, vous êtes vivant. Si vous restez sur votre croyance acquise, il va y avoir des graves problèmes pathologiques qui vont s'inscrire dans votre corps et qui vont se somatiser dans votre corps et qui un jour vont sortir avec une maladie que de toute manière, pour un signal, pour vous dire, attendez là, ça fait je ne sais pas combien de temps que vous êtes dans l'immobilité de vos pensées. Ça ne peut pas fonctionner. Quand bien même vous aurez fini par accepter que la vie elle est dans l'os et tout ça, ben vous aurez monté une marche, c'est tout.
On ne va pas tenir cette idée-là pendant 100 ans encore. Non, non, il y en aura encore d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Parce que la vie, c'est quelque chose de mouvant, de quelque chose qui a besoin de mobilité. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fait pas comme ça, et comme ça, on peut revenir sur ce qu'on pensait avant. On peut faire le yo-yo entre les deux. Ça ne pose aucun problème. Ce qui est important, c'est que ça bouge. C'est que votre cerveau, il ne soit pas avec des idées fixes. Parce que si vous avez des pensées fixes, le problème, c'est que vos fascias, ils sont fixes. Et s'ils sont fixes, ils ne permettent plus la vie, ils ne permettent plus l'échange. Vous comprenez bien le fonctionnement? Donc, le principe, il est que la réalité anatomique, scientifique, observée, c'est qu'à l'intérieur de l'os, il y a de la moelle rouge, que cette moelle rouge, c'est le lieu, le berceau de la création de nos cellules à venir. Chaque jour, il y a des milliards de cellules, souches, non encore différenciées, qui sont créées à l'intérieur de nos os, et qui sont ensuite envoyées dans le circuit sanguin pour que le sang véhicule toutes ces cellules qui au fur et à mesure se différencient dans des tâches, là où le corps en a besoin. Et ensuite, ce sont leurs spécialités, elles deviennent une cellule de l'œil, une cellule de la jambe, une cellule du foie, et ainsi de suite. Mais la nouvelle personne, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a perdu toutes nos cellules au bout de 7 ans. Elles sont toutes renouvelées. Donc en fait, vous croyez que vous êtes le même, mais non, pas du tout. Vous êtes quelqu'un d'autre tous les 7 ans, complètement. Donc, il y a toujours un renouvellement. Il faut comprendre que toutes ces cellules qui sont à l'intérieur de votre univers corporel, dans votre monde, si elles refusent de mourir pour vous laisser vivre, c'est un problème. Il va se passer quelque chose. Donc, chaque cellule qui fait sa vie à l'intérieur de votre corps, qui naît dans la moelle épinière, à l'intérieur de l'os. Le berceau de la vie, c'est à l'intérieur de l'os, dans votre squelette précisément. Ça va être véhiculé partout dans votre corps, ça va prendre vie, ça va avoir sa mission, et quand la cellule a fini sa mission, elle est de mourir. Ça fait partie de sa mission. Elle meurt et elle est éjectée. Voilà. Elle disparaît. On est pareil. Là, on est tous pareils. À un moment, on est sorti d'une moelle. Et puis on a notre mission. Et puis il faut qu'on meure pour permettre la vie. Ça fait partie du passage nécessaire. Ça existe à l'intérieur de notre corps. Il n'y a aucune raison que ça n'existe pas à l'extérieur. C'est le fonctionnement de la vie. Donc, le squelette, notre ami là, le professeur, ce qu'il dit en douce, c'est que quand est-ce qu'on va avoir ces idées-là en tête? Quand est-ce qu'on va comprendre qu'un être humain, il se comporte comme une cellule à l'intérieur d'un corps, il est là pour naître, accomplir sa mission et mourir pour permettre la continuité à la vie. Mais c'est magnifique, c'est un cadeau. Ça veut dire que c'est pas quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de vachement bien, c'est la vie. C'est la vie, mourir, c'est être vivant. Ne pas mourir, c'est refuser la vie. Alors on va s'en plaindre de ça, on va dire la vie, c'est pas bien. Il y a un problème. Et le problème, il vient peut-être de l'erreur du départ. Le problème, il vient peut-être du fait qu'on a tout inversé. C'est qu'on s'est dit, oh là là, mais moi quand je nais avec un squelette qui me fait peur, qui est à l'intérieur de mon corps. En fait, la mort, elle habite déjà à l'intérieur de mon corps. C'est une drôle de pensée, de croyance. Et cette croyance, elle va engendrer inconsciemment une contraction des fascias partout dans le squelette. Et ensuite, la vie qui se développe à l'intérieur de la moelle, dans l'os, elle va avoir du mal à vivre correctement, à se développer correctement, parce qu'elle est déjà coincée dans des idées mortelles. Comment voulez-vous que les cellules neuves qui se créent à l'intérieur de votre moelle osseuse, elles rentrent à l'intérieur de votre corps pour exprimer la vie, alors qu'elles sont déjà gainées dans de la mort? On sait, c'était l'explication de ce matin, que, en tout cas, les pensées, les croyances agissent sur la détente des fascias. Ça veut dire que si j'ai des pensées qui font que j'aime mon squelette, j'aime mes os, je les sens mouvants, je les sens avec beaucoup d'espace, beaucoup de souplesse, alors j'ai grande chance, parce que je vais mettre de l'amour dans les os de mon squelette, de faire en sorte réellement, scientifiquement, de sentir mes fascias se décoller de l'os.
Et si je sens ces fascias se décoller de l'os, alors je nourris mieux, d'un point de vue scientifique, avec le sang, les nerfs, les cellules qui sont à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'os, dans la moelle. Et ces cellules qui ont elles-mêmes des membranes, elles vont commencer à se dire « Waouh, ça devient grandement agréable cet endroit-là, je suis aimé, je peux bouger, je peux commencer à me détendre. » Visiblement, celui pour qui j'ai la mission d'accomplir ma tâche et de mourir, il m'aime, il me considère et il crée un environnement pour m'accueillir qui est sain. Wow. Ça commence à porter ses fruits. Ok. Merci, professeur. Bien. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de poursuivre beaucoup la petite histoire, parce que je pense que ça doit résonner déjà à l'intérieur de vous, sinon il faudra revenir. Mais le principe, l'idée, elle reste celle-là. Peut-être que je vous raconte que des bêtises, c'est possible, mais j'ai le choix. J'ai le choix de me raconter que le squelette, c'est la mort, mais j'ai aussi le choix de me dire non, le squelette, c'est la vie. Et simplement, ce que je sais, c'est qu'en fonction du choix que je fais, les conséquences ne sont pas les mêmes. Comme en fait, je vais vous parler maintenant, on va transposer ce choix que je fais. Moi, je le fais en tant que fasciathérapeute, avec mon regard à moi, ce n'est pas forcément que des vérités. Vous pouvez avoir vos croyances et vos idées et vos ressentis. Mais les miens, par expérience, quand je pense que le squelette, c'est la vie, je me sens mieux. Je vis mieux. Alors, je choisis ça. Et simplement, ce que je vous propose, c'est faites l'expérience. Faites l'expérience, puis vous choisirez, mais au moins ayez le choix. Au lieu de rabâcher tout le temps ce qu'on vous a raconté, de le manger tout cru, et puis que ça vous fasse mal, et puis qu'ensuite vous alliez me faire soigner. C'est dommage. Alors, par rapport aussi à la mort, c'est la même chose. Croyez ce que vous voulez. La mort, on ne sait pas, c'est fait exprès. C'est fait exprès qu'on ne sache pas pour que chacun puisse créer l'idée qu'il souhaite de la mort. Chacun est libre de créer ce qu'il veut avec la mort. On est tous libres de créer ce qu'on veut avec les sensations de la vie à l'intérieur de notre os. Nous sommes libres, c'est fabuleux. Alors faites-le. Il n'y a rien d'autre à dire. Posez-vous la question. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai comme simplement rapport avec mon squelette? Qu'est-ce que j'ai comme rapport avec les cellules? Qu'est-ce que j'ai comme rapport avec la mort? Qu'est-ce que j'ai comme rapport avec la peur? Et puis, créer une relation avec ces choses-là. Faites-vous aider si vous voulez, mais prenez pas les informations toutes crues. Ce que je vous dis, c'est une information toute crue. Faites l'expérience. Faites votre histoire, votre cuisine. Merci Frédéric. Merci à tous. Je vais laisser la parole à notre travail à nous, c'est de tout faire pour nous réharmoniser. Si nous nous réharmonisons ce qui se passe autour de nous. Je vous l'ai dit, les mémoires sont vibratoires, chimiques, mémoire de l'eau. Et en fait, ça passe comme ça. Ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la physique quantique. Et ils ont découvert dernièrement les mémoires photoniques maintenant. Donc en fait, ce sont les photons de lumière qui arrivent et qui portent les mémoires de lumière, si vous voulez. Donc vous voyez qu'il y en a sûrement d'autres. Donc en réalité, chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait bouger quelque chose à côté de nous. Et ça, c'est important. Alors, là, mon propos, c'est de traiter les outils, de vous donner les moyens, justement, de la réharmonie, de la réharmonisation. Et justement, il y a une des choses qui est importante à voir, c'est que quand on est à l'enterrement, on enterre un être cher, etc., vous verrez, les gens qui sont là, ils sont tous comme ça. Vous ne verrez pas des gens qui sont comme ça. Voilà. Enfin, très rarement, ou alors ceux qui le savent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, pour le cerveau, tout ce qui est en haut est en bas. J'entends en haut, c'est le cerveau, en bas, c'est dans le corps, si vous voulez. Ça veut dire que quand vous avez une fermeture psychique quelque part, qu'elle soit immédiate dans l'instant ou qu'elle soit dans le passé, c'est fermé. Donc toutes les histoires de facial, les histoires de fermeture dans les os correspondent effectivement à des fermetures psychiques. C'est-à-dire que quand on a une pensée qui est fermée, une pensée de coupure, vous voyez, ça va se matérialiser dans le corps sous une forme ou sous une autre. Et effectivement, les pathologies, les cancers, etc., c'est la matérialisation aussi de ces fermetures et de ces coupures. Alors moi, je le vois dans les salles d'accouchement, eh bien les gens qui ont une coupure psychique en amont, avec des coupures familiales, dans le clan, des choses comme ça, des abandons, des morts de femmes en couche, des choses comme ça, on retrouve ces
césarienne, les épisiotomies derrière, c'est très très net. Coupure en haut, psychique, égale coupure physique. Et quand on a fermeture du cœur, quand vous pensez que l'enfant va s'ouvrir sur l'amour qui va être donné, le lien d'attachement qui va être donné autour de lui, par tout ce qu'il va pouvoir trouver sur le lien d'attachement s'il ne se met pas en place, tout ce qui est fermeture du cœur va se retrouver réellement sur une fermeture du cœur physique. Et donc, on voit la mise en place des fameux, alors le détail des fascias, ça c'est Fred, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est effectivement fermeture des épaules, compression sur le cœur, et en fait, on retrouve, puisque moi je m'occupe aussi des rééducations du périnée, les pressions périnéales avec toutes les descentes d'organes. Donc sur la mort, vous avez une ferme, c'est pour ça que je suis partie sur la position, eh bien vous avez une fermeture du cœur chez les gens qui engendre des pressions physiques sur le corps et avec des descentes d'organes. Moi c'est ce qui m'intéresse, mais plein d'autres choses aussi si vous voulez. Donc en réalité, le premier des outils, c'est de réouvrir son cœur. Quand Fred vous parle de réouvrir, bon, le squelette c'est la vie, etc. Le cœur aussi c'est la vie, c'est lui qui pulse l'énergie de vie. Symboliquement, le cœur c'est le clan, c'est la joie de vivre hein, sur les codes. Hein. Donc si vous voulez, quand on est fermé comme ça, le cœur ne peut plus pulser sur un deuil, etc. La première des choses, c'est d'ouvrir ses épaules comme ça et d'ouvrir son cœur. Et les images sont très fortes, vous voyez, on n'a pas encore parlé des visualisations et des images, mais Fred a un petit peu abordé dans le sens comment dire, de la mise en place de comment faire pour ouvrir ses cuirasses, etc., de la pensée positive, mais les visualisations sont très fortes. Et visualiser, si vous voulez, ça, au lieu de, c'est ce que je vous ai dit au départ, au lieu de demander à l'autre de vous remplir, un des premiers outils, c'est de l'accompagner là où il doit aller, et de vous accompagner vous-même dans une non-fermeture, mais dans une ouverture du cœur. Donc le travail, c'est, si vous êtes confronté à n'importe quel moment, avant la mort, pendant la mort, à une personne pour l'accompagner, c'est de ne pas être dans votre souffrance, d'essayer de tenter l'ouverture du cœur. C'est-à-dire déjà de dégager les épaules, vous voyez, comme ça, voilà, et de visualiser un soleil rayonnant qui part de votre cœur, qui porte tout votre amour, et de l'envoyer à la personne comme un don, comme un cadeau. Hein. Et là, ça change énormément de choses. Parce que d'abord, effectivement, je ne sais plus comment il s'appelle là, le professeur voilà, Delos, il va être super content parce qu'il va recevoir quelque chose de positif et quelque chose, si vous voulez, qui va être en lien en plus avec les capacités, parce que c'est la capacité d'être. Je vous ai parlé ce matin du mode G, qui est le mode avoir. Donc, je suis dans l'avoir et je demande à l'autre de me remplir. Mais là, vous passez en mode je suis. C'est-à-dire que vous faites rayonner votre potentiel, vos capacités, et face à un événement, vous allez positionner votre être. Et vous n'allez pas positionner les mémoires du passé. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment énorme et je pense qu'il peut servir, si vous voulez, à la fois dans l'accompagnement des personnes, dans l'accompagnement de vous-même, une personne qui s'en va, et aussi dans le deuil. Après, on va voir d'autres outils du deuil, hein, parce que moi, je me situe surtout à ce niveau. Mais ça, l'ouverture du cœur, c'est vraiment super important. Et on est vraiment, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est l'inversion des rôles, puisque dans la fausseté, je le dirais comme ça, dans la fausseté, si vous voulez, on accompagne quelqu'un en lui demandant, on l'accompagne quelqu'un en lui demandant de rester. Non mais il y a peut-être quelque chose qui ne va pas du tout là. Donc en fait, c'est vraiment, vous devez accompagner quelqu'un, et bien accompagnez-le. Donc accompagnez-le dans votre rayonnement, dans votre amour, dans le cadeau que vous lui faites, dans tout ce que vous voulez lui donner. Alors ça peut être des mots, ça peut être, mais juste une image comme ça. Et à partir de là, pour répondre à ce qu'on a dit ce matin, on touche pas, voilà, c'est pas important, hein, mais ce qui est important, c'est l'intention qu'on va envoyer, et cette intention, en fait, qui est une énergie d'amour. Et dans la mesure où on est dans une énergie d'amour, bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur les blessures du passé, sur voir la cause de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, hein, et sur les peurs de la grossesse et de l'accouchement, sur le deuil, ou même au cours de toute la vie. Hein. Mais en fait, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, toutes les problématiques qui peuvent se positionner, et rester là, tellement de choses à penser qui partent de tous les côtés, mais c'est pas grave, je vais me retrouver. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave.
Donc en fait, ce qui est important, voilà, c'est ça, c'est de passer en mode je suis, c'est ça, et de positionner toutes ces capacités, et en fait de ne pas réagir, de ne pas agir en impact avec les mémoires du passé. Voilà, ça c'est vraiment important, si vous voulez, de se positionner dans ce passage-là. Et oui, j'étais en train de vous dire qu'en tant que sage-femme, je voyais les grandes blessures du passé. Donc en fait, on se rend compte que toutes les grandes blessures du passé, c'est ça que je voulais vous dire, c'est très important, sont en termes de non-amour. Toutes. Moi, j'ai fait le tour. Et c'est non-amour, en fait, avec des facettes différentes, qui sont non-amour en termes de territoire, en termes de non-espace, en termes de non-amour de soi, en termes de mésalliance, en termes de sacrifice, etc., etc. Donc toutes ces grandes blessures, si vous voulez, du passé, vont après se rematérialiser sous forme de non-amour et sous forme, alors on va rentrer dans les détails, mais bon, il y a une loi qui est la loi d'attraction, parce que lorsque quelque chose, ça c'est une loi physique, hein, quelque chose n'est pas harmonisé, va attirer son contraire de manière à pouvoir se réharmoniser. Donc en fait, la loi d'attraction va emmener des situations sœurs. Donc en réalité, les deuils que vous traversez sont des occasions de vous réharmoniser et de réharmoniser votre clan. Donc en termes de non-amour dans la facette qui a été touchée. Donc les gens souvent ne savent pas ça. En réalité, il y a un sens à la vie. C'est pas du n'importe quoi. Et donc quand, par exemple, moi j'aide des fois les patientes à trouver le sens au deuil. Pourquoi j'ai perdu ma fille? Pourquoi j'ai perdu mon bébé? Quel est le sens de cette IVG? Il y a un sens. En réalité, il y a une réparation qui est demandée par le clan et que vous faites ensemble, celui qui part et celui qui reste. En tout cas, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vu en transgénérationnel et que que je vois constamment, si vous voulez, et c'est étayé, si vous voulez, par comment dire, bon, moi j'ai une banque de données statistiques que j'ai mise en place par rapport à mon travail, et il y a de nombreux scientifiques aussi qui travaillent là-dessus, et les règles de la généalogie, elles sont connues. Hein. Mais ça, c'est très important de voir que les blessures du clan sont toutes en termes de non-amour. Donc si au moment où une personne s'en va, vous envoyez du non-amour, vous réactivez la blessure, si vous voulez. Alors que si vous êtes capable de cette ouverture du cœur, de porter la personne, et je parle même, je vous dis, des IVG, de tout ce qu'une personne suicidée, etc., des accidents, etc., vous réparez votre clan. Et vous le faites ensemble avec la personne qui s'en va. Donc je vous assure, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, et vibratoirement, dans la mesure où vous êtes dans cette énergie, et non plus dans une énergie de fermeture, on revient sur le plan scientifique, eh bien, l'ouverture va ouvrir et va ouvrir tout autour de vous. Donc vous voyez déjà, il y a quelque chose qui est vraiment très important sur cette ouverture du cœur, fermeture du cœur, avec les mémoires d'amour, non-amour. Hein, voilà. Sans compter que le bébé aussi, lui, se construit sous forme amour, non-amour, on l'a un petit peu vu ce matin. Voilà. Donc ça, c'est une des choses les plus importantes que je voulais signaler. Et puis ensuite, on va rentrer dans les autres outils. Alors, on l'a vu ce matin, je voulais quand même, parce que j'ai été assez rapidement sur l'histoire du temps par rapport à la souffrance, le temps par rapport à mettre les outils, etc. Donc je voudrais être un petit peu plus précise et un petit peu plus claire. Donc ce qui est important, c'est que, si vous voulez, chacun va aller à son rythme. Mais quand je dis 2 mois, j'avais cité 2 mois, mais il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu plus. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez, il y a un temps pour accueillir la souffrance qui est là, si elle est là. Parce qu'il y a des gens qui, d'entrée, sont capables de permuter directement et de passer dans cette position d'ouverture. C'est ok, bien entendu, on va pas dire « Ah, mais comment ça se fait que tu vas passer par ta phase de souffrance et donc ça va ressortir, etc. » Mais non, si cette personne est vraiment, je dis, dans cette phase-là, et que ce n'est pas un déni, parce que ça, il faut voir aussi qu'il peut y avoir un déni par rapport à la souffrance, une manière de s'en protéger, dire j'en ai pas. Mais si réellement on est dans une phase d'ouverture, oui. Mais très souvent, l'humain fonctionne comme ça, et à cause des grandes blessures du passé, très souvent, cette phase de souffrance va se manifester. La première des choses, c'est de l'accueillir, si vous voulez. C'est comme un bébé. C'est une partie de soi. Les mémoires, on les a vues. Les mémoires, on ne va pas les rejeter. On les a vécues. Elles font partie de nous-mêmes. Donc, on va s'accueillir dans cette souffrance. Mais l'important, c'est de reconnaître où elle se pose, sur quel point elle va impacter. Et pour pouvoir, justement, donner des outils par la suite
pour pouvoir l'aider à se dissiper. Hein, voilà. Mais la première des choses et la première des phases, et c'est pour ça que moi, quand des personnes viennent me voir pour un deuil, alors effectivement, je m'occupe souvent de deuil d'enfants, mais j'ai reçu aussi, par exemple, j'ai eu une petite mamie qui travaillait le périnée psychique avec moi. Donc, le périnée psychique, vous avez compris, parce que les stress induisent les descentes d'organes, donc forcément en rééducation du périnée, étant sage-femme, je traite le corps, mais je vais traiter la psyché derrière, parce que sinon, voilà. Donc les pertes urinaires, la vessie c'est le territoire, on y va à fond dessus. Hein. Voilà, mais ça c'est une petite aparté. Donc, en fait, quand j'ai eu affaire une fois à une petite mamie qui était venue et qui m'a dit, je crois qu'elle avait plus de 80 ans, qui m'a dit, je viens de perdre mon mari et je n'ai plus de sens à la vie. Quel est le sens de ma vie par rapport à ça? Donc effectivement, on a fait le travail de réharmonisation, de travail sur le deuil, et cette personne, en fait, elle a pu effectivement réparer son plan et se mettre en harmonie avec cette perte, puisqu'elle s'était, mais je suis vieille, j'ai plus de mari, donc quel est le sens de ma vie? Donc elle a retrouvé la joie de vivre, elle a retrouvé l'harmonie, parce qu'avec les outils, elle a pu se positionner, si vous voulez, dans ce qu'elle était dans l'instant, dans ce qu'elle avait à faire, dans ce qui lui restait à faire, etc. Donc les outils sont là pour aider les personnes, et surtout les âges, et il n'y a pas, ça c'est des croyances aussi, qu'il y a un âge pour guérir de la souffrance, qu'il y a un âge pour accueillir la mort, qu'il y a un âge pour guérir de la douleur, etc. Et que suivant qui part, ça peut être accepté ou pas. Et moi je dis, il n'y a pas de gradation dans la douleur, dans la souffrance aussi. On ne dit pas, oui, mais c'est une perte d'enfant, alors là c'est le plus, c'est le pire. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, si telle autre personne qui perd sa mère qui a 95 ans, si ce n'est pas une souffrance incommensurable aussi? Mais bien sûr, c'est chacun en fonction de son histoire, et c'est chacun en fonction de plein de critères qui appartiennent à la vie, à sa vie. Hein. Donc voilà. Donc moi, la première des choses que je propose à ces personnes, quelles qu'elles soient, c'est d'aller se donner le droit de rentrer. Donc on va chercher la douleur, bon il y a des techniques, hein, on va chercher la souffrance, la racine de la souffrance. La racine, les mots-clés si vous voulez, et sous quelle forme elle prend. Enfin c'est comme si on s'autorisait à la regarder, à la découvrir, et regarder sous quelle forme elle va se présenter. Et effectivement, on peut avoir sous forme de culpabilité, on peut avoir sous forme de j'ai pas donné tout ce qu'il fallait, ou j'ai fait des erreurs, tout ça c'est les versants de la culpabilité. Mais aussi, on peut avoir aussi un versant des paroles qui n'ont pas pu être dites. Par exemple avec les bébés, j'ai pas osé le regarder et j'ai pas osé lui dire au revoir, ou alors j'aurais voulu faire les choses d'une manière et puis le personnel médical m'a empêché de le faire, j'ai pas pu faire ça. Donc on va voir en fait l'essence de la souffrance et de la douleur et la rencontrer. Le mettre en parole, le mettre en mots, ou de plein de manières différentes. Il y a des thérapeutes qui peuvent aider aussi, là on a des ateliers de modelage pour les enfants. Il y a plein de moyens, hein, mais le fait de positionner sa souffrance, d'abord de dire elle est là, d'oser la regarder, d'avoir quelqu'un en face éventuellement qui vous accompagne, ou même de le faire face à vous-même, c'est possible. C'est déjà essentiel, parce que n'oubliez pas que ce qui va sortir, en fait, les racines, le sens de chaque chose, de cette souffrance, en réalité, ce qui va émerger, c'est les mémoires du passé. Parce que même si cette souffrance, vous la ressentez face à un être cher qui vient de s'en aller ou qui est en train de partir, c'est la véritable mémoire douloureuse, c'est ce qu'on appelle le conflit programmant, c'est celle qui est en amont, qui correspond aux blessures du bébé dans la zone sensible dont je vous ai parlé ce matin. Les deux se mettant en résonance, elles deviennent insupportables. Donc le fait de voir que c'est l'absence, que c'est la perte, etc., et de voir que c'est quelquefois, et la plupart du temps en résonance avec une autre souffrance, ça aide. C'est dire, mais bon, c'est pas que ça, mais comment ça se fait? J'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir guérir, et j'y arrive pas. Eh bien, il y a une autre souffrance qui est en amont. Et donc, ça permet de la faire émerger. Donc, pour moi, pas d'échappatoire. Première chose, rentrer dans la souffrance et aller à sa rencontre. Voilà, dans le travail sur le deuil, si vous voulez. Hein, voilà. Et ensuite, on va pouvoir mettre en place les outils du deuil.
Donc les outils du deuil partent de ce que je vous ai donné ce matin, c'est-à-dire des formatages. Voilà. Alors le premier qu'on va voir, c'est la crise d'impossibilité. On l'a dit, hein, c'est le premier, c'est le plus fort, c'est le plus puissant. C'est oui, mais alors il est parti. Oui, mais moi, j'aimerais qu'il soit encore là. D'accord, j'aimerais qu'il soit encore là. Donc voir, première chose, c'est voir la crise d'impossibilité. Donc dans les outils, c'est toujours voir et agir. L'outil permet d'agir, mais en amont, c'est toujours voir qu'est-ce qui ne va pas, voir où est la blessure et agir. Je suis dans la crise d'impossibilité. Alors, les outils que je propose ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire, moi, je les ai rassemblés, je les ai rencontrés, j'ai fait beaucoup de travail personnel sur moi-même, et je les ai rencontrés au cours de travail personnel, et en fait, de tous les bords, hein, voilà. Et en fait, je les ai rassemblés, je les ai mis, en fait, ils s'adaptaient parfaitement aux situations, à l'accouchement, au deuil, etc., en rééducation de périnée. Et ce sont des phrases, en fait, qui sont, pour la plupart, des phrases de sages, qui aident, en fait, à voir ce qui est juste et à se recaler, en fait, dans la vérité de l'instant et non pas dans la croyance. En fait, c'est comme un étayage, un support, mais à quoi? En réalité, à notre propre potentiel. On revient sur le « je suis ». Ça veut dire que les outils ne sont pas là pour vous endoctriner ou je ne sais quoi, ils sont juste là pour vous aider à retrouver les capacités que vous avez déjà en vous-même. Simplement dire, mais oui, mais ça, par exemple, la crise d'impossibilité, je vous en parle, dire, mais oui, c'est vraiment ça que je traverse. Et quand je vous donne un autre outil, c'est, ah, mais oui, mais ça, je l'avais, c'était un peu confus, mais finalement, c'est exactement ça que j'essayais de faire, mais je ne savais pas comment le faire. En fait, ce sont des points d'appui pour faire émerger vos capacités. Donc, on est toujours sur le tableau d'origine, qui est à la fois contenu dans le corps et l'expression du corps, et dans notre psyché aussi, c'est-à-dire nos capacités, si vous voulez. Et on a en nous les capacités de rebondir face à un deuil. Simplement, les outils sont là pour soutenir. Alors, voir la crise d'impossibilité, c'est positionner le oui à ce qui est. Alors, le oui à ce qui est, dans l'instant, et que je ne peux pas changer. Évidemment que si je peux faire quelque chose pour la personne, si je connais tel thérapeute qui est capable d'aider la personne à guérir de sa pathologie, ben je vais le lui dire. Si j'ai des actions à poser, ce matin je vous ai posé un outil, c'est le « je fais de mon mieux ». Si j'ai le « je fais de mon mieux », la première chose, c'est action. Donc si j'ai une action à poser, je le fais. Mais quand il n'y a plus d'action à poser, c'est là que va se positionner le oui à ce qui est, c'est le oui à la vie. C'est le reste appartient à la vie, on peut le dire aussi de cette manière-là. Alors, quand vous êtes face comme ça à la crise d'impossibilité, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, puisque je vous ai donné un outil sur l'ouverture du cœur. J'ai accompagné la personne, je l'ai fait. Bon, d'accord, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux faire de plus? La réponse est rien. Donc oui, d'accord sur l'expire. Pourquoi sur l'expire? Parce que l'expire va permettre de relâcher les tensions qui sont dans les os, sur les fascias, dans les poumons, sur l'ouverture du cœur, etc. Donc sur l'expire, d'accord sur l'expire. Ça revient. Oui, mais quand même, moi, j'étais bien. Est-ce que ça, c'est possible de revoir cette personne? Non. Alors d'accord sur l'expire. Voilà, un des outils, si vous voulez. Voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. D'accord sur l'expire. Donc ça, c'est très important. C'est pour faire face à la crise d'impossibilité. Le deuxième point qu'on avait vu ce matin, c'est l'inversion des rôles. Donc l'inversion des rôles, si vous voulez, c'est demander à l'autre de nous remplir alors qu'il ne peut plus le faire, et nous d'être dans cette demande au lieu de l'accompagner là où il doit aller. Peu importe la croyance, hein, mais même si les personnes qui sont athées, ben voilà, de l'accompagner et de l'envoyer, de l'accompagner là où il va, là où la vie a décidé de l'amener. Et ça, c'est l'ouverture du cœur. Une ouverture du cœur qui va être vibratoire chimique et qui va rayonner sur tout votre entourage. Donc, l'inversion des rôles, c'est l'outil que je vous l'ai donné en entrée, c'est ce que j'appelle le soleil rayonnant, mais moi, ce sont des images, mais peu importe.
Vous pouvez lui envoyer des bouquets de fleurs si vous voulez. Si ça vous parle, si vous êtes plutôt dans les fleurs. Et puis des paroles d'amour. Peu importe la manière dont vous allez le faire, que ce soit avec des pensées, avec des visualisations, avec tout votre cœur et avec tout votre amour, peu importe. C'est pour ça d'ailleurs, on retrouve plein de choses. Regardez les gens qui offrent des bouquets de fleurs. C'est une manière de dire des choses. Sauf que les fleurs sont pleines de larmes. Mais non, les fleurs, elles ne doivent pas être pleines de larmes, elles doivent être pleines d'amour. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Ça, c'est l'inversion des rôles. Pour traduire simplement